Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode. Bienvenue Julie. Bienvenue, merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être là, hein. Oui, moi aussi. Pour le plaisir, les amis, je vais refaire le nom complet. Julie Bonaparte nous fait le plaisir de venir dans cette émission. J'aime tellement ton nom. Il est extraordinaire. Et vraiment, les amis, je vous invite à regarder le travail de Julie. Allez voir dans les liens de cette vidéo les formations, que vous soyez sage-femme, professionnelle de la santé, mais peu importe d'où vous venez, mais ce que vous voulez faire surtout. Comment voulez vous former? Parce que Julie, ça fait vraiment très longtemps qu'elle met sur pied des formations. Et puis maintenant, grâce à la technologie, parce qu'il y a quand même des bons côté la technologie, hein, eh bien, on peut tout faire à distance. Et moi, je teste aussi. Je fais la formation pour les préparations à l'accouchement puisque je suis dans mon 8e mois de grossesse. Ça tombe bien. Je peux tout voir et tout ressentir de l'autre côté aussi du décor. C'est ma deuxième expérience. Et puis, eh bien, j'ai tout mis en lien de cette vidéo comme ça. Vous pouvez vous débrouiller, les futurs parents, ceux qui ont déjà connu eh bien l'arrivée d'enfants, mais qui avaient envie d'aller fouiller un peu dans l'histoire, puisque avec Julie, la particularité de cette émission, c'est qu'on va aller voir derrière. Comme vous le savez, les amis, j'aime bien aller faire des tours en coulisses et poser les questions toutes bêtes. Et Julie, comme elle, c'est un puits de science et puis qu'elle a étudié, épluché, elle a beaucoup de discernement et elle a l'habitude, puisque Julie, toi, tu es ultra expérimentée dans la discernement des études. Tu nous parles souvent des études Cochrane, hein, qui sont vraiment pointues et comment on peut interpréter les chiffres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra brûlant, ultra d'actualité. C'est « Je déserte l'hôpital en temps de Covid pour accoucher ». C'est un mouvement qu'on a vu s'amplifier, si on peut le dire comme ça, avec le début des mesures contraignantes pour les couples. Mais en même temps, ce que tu nous as dit dans l'épisode 1 fait que certains sont tombés peut-être de leur chaise, c'est que c'est plus sûr d'enfanter hors hôpital qu'à l'hôpital. Alors, on va reprendre vraiment des données factuelles, puisque nous, on n'est pas là pour être dans l'émotion et puis faire peur aux gens, ou au contraire les rassurer alors qu'il n'y a pas de quoi. Tu vas tout simplement nous expliquer des points que personne ne connaît, et puis peut-être aussi rassurer les parents qui sentent, comme tu le dis justement, cette poussée d'intuition qui fait que, et on en parlerait aussi dans un autre épisode de Brain, hein, c'est vrai, une méthode que tu partages énormément sur le consentement libre, éclairé, et puis commencer à réfléchir, le discernement. Alors, tous ceux qui ont cette intuition-là, qu'est-ce qu'on peut déjà leur dire dans un premier temps? Par quoi tu commences, toi, quand tu as affaire à des gens, parce qu'on est quand même dans le dogme, Julie, je ne sais pas si tu partages ça, mais qui te disent « Non, mais attends, c'est pas possible, Julie, grâce quand même aux maternités ou à la médicalisation ou à la technologie, eh bien maintenant, il y a moins de morts ou c'est quand même beaucoup plus sûr d'accoucher. » Est-ce qu'on commence par là quand on traite ce sujet-là? Oui, mais je pense que c'est une bonne place pour commencer. C'est sûr que à travers les siècles, hein, tu dis souvent, tu sais, dans les épisodes sur Guerre et mensonges, puis la déprogrammation, on parle de comment l'histoire a été écrite. L'histoire a été écrite par les vainqueurs. Il faut se rappeler de ça. Puis, chez les vainqueurs en ce moment, ce sont les médicaux. Ils ont réussi à convaincre l'humanité qu'ils étaient indispensables. Ils ont réussi à éliminer toutes les autres formes de soins et de guérison. Tu sais, on parle de toutes les modalités, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau du son ou de la lumière. Ils ont réussi à occulter toutes ces pratiques, à les rendre illégales, à poursuivre des ostéos qui, ils disent, on fait de la médecine illégalement, n'importe qui se dit un peu guérisseur, chaman ou capable de travailler dans l'invisible, ils se font poursuivre. Donc, ils ont presque réussi à éliminer toutes les autres pratiques.
Et ce sont les vainqueurs et ils ont écrit l'histoire. Et l'histoire qu'on entend, c'est enfanter, c'est dangereux et on en meurt. Et ça, c'est resté dans notre mentalité. Et maintenant, on pense que c'est un peu moins dangereux, mais c'est très souffrant. Hein, souvent, quand on va, surtout en Europe, la programmation en France est extrêmement forte. Les femmes, quand elles deviennent enceintes, la première chose qu'elles cherchent, c'est à avoir la péridurale. Et les mouvements féministes vont être « j'ai droit à ma péri ». Ben oui, tu as le droit à ta péri, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu sais que ta péri te dissocie de ton corps? Est-ce que tu sais que ta péri t'enlève la puissance parce que toi, tu deviens passif? Puis là, tu ne contrôles pas tes sphincters, tu ne contrôles pas ton mouvement, tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'intérieur, tu te déconnectes de ton bébé. Est-ce que tu sais que ça vient associer avec la péri? C'est un instrument pour nous dissocier de notre corps. Et donc, le mythe de la douleur a fait en sorte que ça a laissé place à l'entrée de la péridurale en Suisse. Hein, j'ai travaillé à Genève, dans une maternité. Et avant, quand je rentre dans la maternité, je demande toujours « racontez-moi un peu comment ça se passe ici », tu sais. Puis la sage-femme cadre, elle me dit « ah ben nous… je dis, mais comment ça se passe? Nous, les sages-femmes, on est subordonnés aux obstétriciens. C'est une clinique privée. Ce sont les obstétriciens qui vont emmener les femmes ici. Donc, nous, on doit se plier à ce que l'obstétricien choisit. D'accord. OK. Quel est le taux d'intervention que vous faites, par exemple, de péridurale? 96 96 quand même. Qu'est-ce que vous avez fait avec le 4 des femmes? Ah, ben eux autres, on n'a pas eu le temps. Donc, tu fais, ah, d'accord. Donc, ce qu'elles veulent ou qu'elles ne veulent pas une péri, c'est pas un choix, ça. Si on accouche dans votre clinique, 100% des femmes, ou en tout cas, toutes celles que vous êtes capable à qui vous êtes capable de faire une péri, vous allez en faire une. Oui, c'est ça. Taux de césarienne ici, curiosité, comme ça, 50%, 48%. Ça tombe mal. À Genève, 50% des femmes ne savent pas enfanter. 50% ont besoin d'une césarienne pour enfanter. Est-ce que c'est ça que j'entends? Ouais, mais c'est parce qu'on a des protocoles. Ah, c'est quoi, non, les protocoles? Ben, on va déclencher le travail, donc on va créer un travail artificiel. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes, elles vont avoir la péridurale, elles vont avoir des hormones de synthèse, elles vont avoir, bon, puis tout ça. Donc, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe, c'est rendu une banalité, c'est rendu, je vous ai rendu service, Dieu merci que vous étiez là, docteur, pour me faire ma césarienne, sinon, qu'est-ce qui me serait arrivé? Ça veut dire que 50% des femmes à Genève qui accouchent dans cette clinique-là ne savent pas enfanter. Donc, il faut remonter dans les coulisses. On va retourner dans les coulisses. Quand je suis allée dans cette maternité-là, j'ai dit curiosité, tu sais, parce que moi aussi, je suis curieuse. Combien ça paye à un obstétricien de faire une césarienne dans votre hôpital? OK, 5 000 francs suisses, hein, fait que l'équivalent de 5 000 $ canadiens à peu près. Puis, un accouchement vaginal par voie basse, 800. Bien, fais le calcul, 5 fois moins. 5 fois moins pour un accouchement qui va être beaucoup plus long. Une césarienne, ça dure 1 heure. Un enfantement naturel va durer 24 heures, quoi. On n'est pas fait pour s'ouvrir en dedans d'1 heure. Tu sais, parce que si on dilatait complètement et on s'ouvrait en dedans d'1 heure, ça serait dangereux. T'imagines, tu es en train de faire tes courses, tu es dans la section des fromages, puis là, du coup, ça part, ça. Tu sais, t'enfantes sur place, c'est super dangereux. La mère nature n'a pas fait ça comme ça, a fait pour que tu aies le temps d'aller te mettre en sécurité, de trouver ton clan, de te protéger, de t'entourer de ceux qui vont t'aider. C'est ça, la sécurité. Donc, on n'est pas fait pour enfanter en 1 heure. On est fait pour enfanter doucement. Alors, quand j'ai vu ça dans cette maternité-là, je me suis dit, mais je pense que vous vous êtes trompés. Vous ne voulez pas que moi, je vienne former les sages-femmes ici parce que je vais foutre le bordel dans votre système. Ou elles vont tomber en burn-out, en dépression après mon cours, ou elles vont résister et elles ne feront plus jamais ce qu'elles font. Parce que ce que vous faites, c'est de ne pas rendre service à l'humanité. Et malheureusement, ça, c'est un reflet de ce qui existe dans les maternités. J'ai fait des formations dans plus de 15 pays depuis 30 ans, puis c'est la même chose qui se répète, c'est juste
une question d'intensité, mais c'est la même chose. J'ai travaillé au Maroc à un moment donné, et il y a un obstétricien qui s'est vanté de faire 100% de césarienne. Je dis, mais tu fais 100% de césarienne. Pourquoi? Pourquoi? Puis, tu sais, l'argent est souvent derrière ça. Hein? Fait que le facteur monétaire, dès que l'argent devient impliqué dans la médecine, ça crée des perversités qui sont vraiment mauvaises. Alors, nous, au Canada, au Québec, notre système médical rémunère en fonction des gestes médicaux. Plus tu fais d'interventions, plus tu es payé. Donc, et où la motivation? À part l'éthique professionnelle de dire c'est pas bon pour la mère et l'enfant, et où la motivation de patienter, puis de laisser les femmes enfanter à leur rythme? Et où? Ben, pas vraiment là. Alors, c'est ce qui fait que dans le modèle médical, tout est centré autour de l'efficacité du système médical et non autour des soins de la mère et de l'enfant. Et comme c'est comme ça, ça crée un environnement qui n'est pas propice pour l'enfantement. Et les seules personnes qui arrivent à l'hôpital en santé, ce sont les femmes qui enfantent. Toutes les autres personnes qui arrivent dans un hôpital sont malades. Donc, nous, on est les seules personnes qui n'ont pas un problème de santé. On a juste une condition. On est sur le point d'enfanter l'humanité. Alors, Julie, j'ai eu le commentaire d'une personne l'autre jour qui me dit « Oui, mais finalement, à quoi ça sert de se passer de la péridurale parce que maintenant, quand tu te fais arracher une dent, tu te fais bien anesthésier. » Ça illustre ce que tu viens de dire. Exact. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça? À ça. Bien, tu sais, l'événement de la naissance, c'est un moment pour découvrir notre puissance. Tu sais, il y a comme des moments clés dans notre vie où tu fais quelque chose puis tu dis, ça m'a transformé. Ça m'a comme transformé de l'intérieur d'une manière extrêmement puissante. L'enfantement, c'est un de ces moments-là. C'est le moment où tu vas être le plus ouvert au monde, hein, dans ta vie, où ton col va être le plus ouvert, où tu vas être un véhicule, tu es un passeur, hein, pour cet enfant-là qui naît. C'est un moment de transition phénoménal. C'est une opportunité, c'est un portail, on va dire, OK? C'est un portail pour ouvrir. Alors, ce portail-là, il peut servir de deux manières. Il peut servir pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, grandir, se développer notre puissance. Puis, il peut servir pour nous fermer, puis nous rapetisser, puis nous dire qu'on est inadéquate. C'est à nous de choisir comment le portail, on va l'utiliser. Quand les femmes enfantent dans leur puissance, sur leur propre pouvoir, puis ça, la notion de puissance est plus psychologique que physique, hein? Parce que même dans les maternités, quand je questionne les professionnels, puis je leur dis, avez-vous déjà vu des accouchements qu'on va dire techniquement pourris? Tu sais, ça a mal été, là. Des complications, puis que les femmes ont dit, j'ai une sensation de satisfaction profonde à l'intérieur de moi. Puis ils me disent oui. Puis il y a d'autres enfantements, tu dis, écoute, tu as été textbook, bien été en principe, tu sais, tout le monde va bien, ça s'est bien déroulé, tu sais, puis les femmes ont dit, c'était pourri mon affaire. Et puis ils me disent, oui, comment t'expliques ça? Parce que c'est ce que la femme va percevoir à l'intérieur d'elle qui va déterminer si l'expérience est réussie ou est pourrie. Donc, tu peux avoir une césarienne puis dire, je suis tellement fière de moi. Parce que j'ai fait X, Y, Z, parce que j'ai fait des choix éclairés, parce que j'ai travaillé avec mon partenaire, parce que j'étais en cohérence avec mon bébé et je savais que c'est ce que je devais faire. Tu vois? Donc, là, il y a une puissance qui se développe là. Puis, il y a des femmes qui ont des accouchements parfaits, que tu dis, puis ils ont détesté ça. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas dans leur zone, tu vois? Donc, ça se passe dans notre tête. Et donc, nous, on a la capacité de construire comment on veut vivre cette expérience-là. Donc, ce n'est pas une expérience qui est objective, c'est une expérience qui est subjective, tout comme la douleur.
Alors, quand on parle de risque, puisque maintenant on est vraiment dans le cœur du problème et c'est vraiment d'actualité, hein, bénéfices, risques, études, fake news aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est faux dans le narratif, d'après ton expertise, Julie, sur le fait que, et on les croit bien de bonne foi, hein, tous ces professionnels qui continuent de répéter ça comme des perroquets aussi, hein, on sait bien comment fonctionnent les études en médecine d'ailleurs. D'où ça vient cette information que c'est dangereux d'accoucher si on n'est pas dans un cadre hospitalier? Mais tu sais, au début du siècle, mettons au début des années 1900, 100% des femmes, ici au Québec par exemple, enfantaient à domicile. 100%. Les seules personnes qui ont commencé à enfanter dans les hôpitaux, c'était les pauvres. Parce que les femmes qui étaient démunies et qui étaient ou sans abri, ou leur domicile n'était pas adéquat ou sécuritaire, les autres enfantaient à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de place pour enfanter, donc il fallait bien qu'ils enfantent à quelque part. Donc, au départ, les maladies qu'on a développées, hein, il y avait plus de malades puis de mortalité dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les médecins n'avaient pas compris la notion d'hygiène. Bon, je dissèque un cadavre et je m'en vais faire un examen vaginal, je mets mes doigts dans le vagin d'une femme, puis je viens juste de disséquer un cadavre, ou je viens de voir quelqu'un qui a une pneumonie ou une bronchite ou je ne sais pas quoi. Puis là, on contaminait les femmes. Les femmes mouraient de fièvre puerpérale, qui est une fièvre qui se produit après la naissance. Donc, le taux de mortalité à l'hôpital était super élevé. Et c'était plus les femmes démunies qui finissaient là-bas. Une autre pratique qu'ils ont développée dans les hôpitaux, c'était de raser. Jusque dans les années 90 au Québec, on rasait systématiquement les femmes. Hein, ça veut dire qu'ils t'enlevaient le poil pubien au complet, ils te rasaient pour que tu enfantes. Fait que si tu te poses la question, mais pourquoi qu'on fait ça? Hein? Pourquoi ça? Ben, parce que la femme, la Cro-Magnon, c'est sûr qu'elle ne se rasait pas là, avant d'enfanter, ça n'a aucun sens. On voit bien que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de danger, là, notre poil pubien n'est pas un poil contaminé. Mais dans les maternités, les femmes qui arrivaient dans les maternités étaient souvent démunies et donc avaient toutes sortes de petites créatures qui vivaient dans leur poil, tu comprends? Et ces créatures-là contaminaient d'autres. C'est pour ça qu'ils rasaient tous les poils. Ils rasaient même les sourcils. Hein? Ils rasaient les poils partout où il pouvait y avoir ces petites bestioles qui allaient contaminer les autres. Et cette pratique-là, elle a continué pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que les femmes disent, écoute, ça me coûte un bras de laser, puis d'épilation, puis de trucs. Tu vas arrêter de faire ça, OK? C'est quoi le besoin de faire ça pour un accouchement vaginal? Donc là, ça a comme disparu plus dans certains pays, parce que dans d'autres pays, c'est encore comme ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, une fois de plus, ça vient, entre guillemets, du consommateur, le changement. Absolument. Et c'est ce que je répète depuis des années, au risque d'être un peu le boulet de service à chaque fois, de dire oui, mais bon, c'est très bien de légiférer et de toujours compter sur les autres, hein, sur les politiciens, etc., etc. Mais au final, ça reste quand même la personne qui est de l'autre côté qui décide. Et c'est vrai que il y a une vraie situation complexe, hein, parce que d'un côté, il y a le corps médical, puis de l'autre côté, il y a, on va dire, le client, d'une certaine façon. Et tant que le client n'est pas informé, comme tu disais dans le premier épisode, je ne sais pas que je ne sais pas, donc comment on va s'en sortir? Eh bien, il ne va pas exiger autre chose. Il ne va pas exiger une certaine voie puisqu'il va suivre. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je te remercie d'avoir replacé ce changement de pratique et aussi de mettre des mots sur ces pratiques. Parce que quand aujourd'hui, on parle, par exemple, de risque, tu parlais de la fièvre puerpérale, Julie. Quand on dit que le taux de les morts, les femmes et les bébés morts à la naissance a diminué, on se base sur quel chiffre maintenant par rapport à quel chiffre avant? Est-ce qu'on prend les chiffres de ces femmes qui mouraient de cette fièvre comme taux de référence causé par ce manque d'hygiène ou sur quel chiffre on se base pour comparer? Est-ce que tu sais ça? Je suis pas super dans les chiffres là exactement, mais j'essaie d'aller plus sur les grands concepts.
dans les grands concepts, comme je te dis, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Donc, le but de faire peur aux femmes, c'est que les femmes rentrent dans les maternités. Et il y a eu une grosse propagande pour que les femmes rentrent dans les maternités. Et ce qui a fait partie de cette propagande-là, c'est la mortalité. Et on a encore cette propagande-là qui est active aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques jours, quelqu'un m'appelle, une femme, puis il me dit, là, je sors de chez mon obstétricien, je suis à l'envers, peux-tu m'aider, peux-tu me guider un peu? Je suis complètement à l'envers. Il m'a dit 5 fois que je pouvais tuer mon bébé si je faisais pas ce qu'il me disait. Tu vois, ça, c'est de la propagande parce que, objectivement, la nature nous a fait pour qu'on puisse se reproduire. On a survécu des millénaires dans des conditions vraiment difficiles et on a survécu. Donc, puis c'est toujours l'argument que je donne aux professionnels, c'est de dire, et ça fait pas 100 ans qu'on est dans les maternités, ça fait pas 100 ans qu'on enfante là. Si on a réussi à être des milliards comme on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a bien su faire quelque chose, nous les femmes. Mais nous les femmes, on est un gros business pour la médecine, un gros business. Un business pour l'industrie pharmaceutique aussi, hein, parce qu'on commence très, très jeune. Les jeunes de 12, 13 ans, 14 ans commencent avec des anovulats. Tu sais, on les engourdit complètement sur leur cycle menstruel, sur la puissance de notre cycle ovulatoire à nous. Nous, on a dans notre corps toutes les cellules qui vont créer des enfants. Donc, on endort ça avec des hormones, après ça, des anovulats, après ça, tous les problèmes que les femmes, les problèmes de femmes, hein? Donc les chirurgies qu'on a, tu sais, l'hystérectomie qui était l'acte d'enlever l'utérus, parle à des femmes de 70 ans, 80, le taux d'hystérectomie était extrêmement élevé. Donc tout ce qu'on faisait, c'est on enlevait et on a conditionné les femmes à penser que on avait juste à couper ça. On coupe, on enlève, puis ça va régler le problème. Donc, je dis tout ça parce que c'est un gros business. C'est un gros business. Et le business d'enfanter, donc de toute la naissance, c'est un gros business qui est très, très lucratif pour des médicaux. Parce qu'un médical va prendre 15 minutes de consultation avec sa patiente ou sa cliente. OK? Il va prendre 15 minutes. Quand on a les soins d'une sage-femme qui fait du suivi global, c'est-à-dire qui suit pendant la grossesse, qui va être là à l'enfantement et qui est là en postpartum, donc un suivi qui englobe toute la période périnatale, ils vont prendre en moyenne 1 heure et demie par rencontre. Donc, c'est pas le même ratio. Mais un obstétricien qui voit des femmes en santé va en voir aux 15 minutes, il se fait un business là, incroyable dans une journée, tu vois. Alors, tu sais, au Québec, l'obstétricien qui a facturé le plus l'année dernière, c'est 1,5 million de dollars. C'est quand même des fonctionnaires. Ils travaillent pour le gouvernement. Ils sont payés par le gouvernement. C'est scandaleux. Moi, je pense que c'est scandaleux. Puis après qu'on a perturbé tout le cycle hormonal des femmes, là, on va les aider à se reproduire parce que là, les femmes ont de la difficulté à enfanter en ce moment. Ont de la difficulté à devenir enceintes. Tu sais, la procréation, puis de l'insémination, puis tout ça, là, ça n'existait pas tant que ça, là, il y a 30 ans. Là, maintenant, c'est fréquent. Les fausses couches, les femmes qui ont du mal. Donc, tout un système qui dérègle le système, la puissance de base des femmes et qui nous maintient dans une chronicité de « on va pas bien ». Puis après ça, ben, quand la femme est déprimée puis elle va pas, ben, on lui donne des antidépresseurs, puis on lui donne des anxiolytiques, puis on lui dit, regarde, tu vas te taire avec ça, tu sais, finalement. Tu sais, parle aux femmes. Moi, dans mes groupes, là, si je demande aux femmes, parce que c'est souvent des femmes que je forme, puis je demande, tu sais, si on a levé la main, là, combien qui sont sur des antidépresseurs ou qui ont été sur des antidépresseurs, hein, j'arrive à 60% facile. Toi qui as suivi tellement de couples à travers ces années dans leur préparation, est-ce que tu peux donner un profil? Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces couples qui se disent non, mais en fait, on est capable en tant qu'équipe? Évidemment, j'ai envie de dire quand même,
faut préciser que on n'est pas contre la médecine. Hein. À un moment donné, si on se casse une jambe, on va aller se faire opérer pour la réparer. Donc, c'est pas un discours de propagande dans l'autre sens. Hein. Je tiens à préciser pour les gens qui se disent, mais qu'est-ce que... Mais est-ce qu'il y a quand même un point commun de ces couples-là qui se disent, mais nous, on est capables. Je dis bien nous, parce que je sais que c'est vraiment précisément ce que j'aime dans ton approche, c'est de réunir cet esprit d'équipe quand même. Hein? Exact. Moi, je pense que malheureusement, ça arrive après une naissance. Tu vois, la plupart du temps, l'éveil, il se fait après une naissance. C'est au premier, j'avais l'impression de ne pas être un acteur. Tu sais, j'avais l'impression qu'on me faisait des choses, j'étais passive. Puis là, je me disais, ah ben, eux autres, ils savent, j'arrive, comme toi tu dis, hein, les deux mains dans les poches. Tu sais, puis ils vont s'occuper de moi. Puis après une expérience qui est pas super tripante et pas satisfaisante, souvent, ça va amener les gens à se questionner, tu sais, puis à chercher comment enfanter autrement. Puis, une fois qu'on a compris qu'enfanter, c'est extrêmement simple, tu sais, c'est la continuité de faire l'amour. C'est la même chose, c'est un événement sacré. On redonne le caractère sacré à l'enfantement. C'est pas un geste médical. Comme se reproduire, ce n'est pas un geste médical. OK, tu sais, là, on a convaincu les gens qu'il faut qu'ils se fassent inséminer, puis, tu sais, parce qu'ils sont pas capables de se reproduire seuls. Mais c'est pas vrai, ça. Si il y avait quelqu'un qui t'observait pendant que tu es en train de faire l'amour, puis qui dit au gars, tu vas trop vite, pousse moins fort, tu sais, stimule plus, fais plus ça, le gars, il serait jamais capable d'avoir une érection. Il serait pas capable. Fait que c'est pour ça qu'il faut revenir à la base, tu sais, la base qui est de dire, hey, ça fait des milliers d'années, là. Fait que ça fait des milliers d'années qu'on sait le faire et qu'on le fait de manière sécuritaire. C'est pour ça qu'on s'est reproduit puis qu'on existe aujourd'hui. C'est pas grâce à la pharmacologie, parce que la pharmacologie, elle a 100 ans. Fait que c'est grâce à nos savoirs ancestraux, c'est grâce à notre intuition, c'est grâce aux passeuses hein, de naissance, ces personnes-là qui étaient là pour nous rassurer puis nous guider. C'est grâce à ça qu'on a survécu. Grâce à ce que Mère Nature nous a donné. Des hormones pour qu'on soit attaché à nos enfants, pour qu'on soit capable de nourrir nos enfants, puis pour qu'on soit capable de survivre à l'enfantement. Julie, tu nous as parlé tout à l'heure de césarienne, et c'est vrai que j'apprécierais que tu nous fasses un rappel quand même pour les personnes aussi il y en a beaucoup, qui écoutent nos capsules et qui sont pas en train maintenant de préparer une naissance, puisque elles ont X années, si ça se trouve, elles sont même grand-père, grand-mère. Mais pour tous cette écrasante majorité hein, de la population mondiale qui est passée par là et qui se dit, mais si j'avais pas eu l'acte médical, eh bien, je serais morte ou mon bébé serait mort. Et toi, en fait, ce que tu nous apprends, c'est que souvent, eh bien, le problème est induit par le protocole inadapté, standardisé à toutes les femmes, pour des raisons de gestion de temps. Comment on peut remettre l'église au milieu du village dans tout ça? Parce que l'art de la subversion, c'est d'inverser les concepts. Exact. Alors, comment toi, tu peux expliquer à des gens qui disent « Non, mais c'est grâce à… J'ai eu la césarienne, tu me parlais de la césarienne, je prends cet exemple. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, j'y serais passée. » Elle est due à quoi, cette césarienne, en fait? C'est intéressant comme question, là, ce que tu poses. D'ailleurs, il y a une sage-femme américaine qui s'appelle Ina May Gaskin, qui, elle, a commencé son parcours, c'était pas une sage-femme au départ, là, et elle n'a pas fait ses études de sage-femme formelle, hein, c'était une sage-femme autodidacte, on va dire, aux États-Unis. Et dans les années Peace and Love, tu sais, les années 60, tout ça, elle vivait dans un autobus avec tu sais, une espèce de communauté qui allait d'université en université pour parler, tu sais, contre la guerre au Vietnam, puis parler de l'État profond, puis ces trucs-là. Et c'était tous des jeunes, c'était des couples, et ils vivaient souvent dans des autobus, donc ils faisaient comme des caravanes d'autobus, et quand ils allaient d'université en université. Et là, les femmes sont devenues enceintes et ont commencé à avoir des bébés. Et entre elles, ils s'aidaient.
Donc, une qui était intéressée, puis l'autre, ils venaient, puis ils s'entraidaient. Et Inamé a été formée, elle s'est comme formée, elle s'est préparée comme ça. Et dans cet épisode-là, elle a continué. Après, ils ont développé une communauté qui s'appelle The Farm aux États-Unis. Et là, c'est devenu comme une espèce de commune qu'il y avait dans les années 60-70. Ils ont été comme ça jusqu'à il y a peut-être 5 ou 6 ans. Là. Et dans cette communauté-là, ils se sont formés et ils ont commencé à collecter des données sur c'est quoi le vrai taux d'intervention. C'est-à-dire, si tout le monde enfante dans son milieu physiologique, naturel, normal, là, qui va bien, combien de fois que la nature a vraiment rendu ça problématique? Combien de fois qu'une césarienne sauve des vies? Puis, on arrive à 4 5 max. Il me semble que c'est entre 3 et 5 Ça veut dire que dans 3 à 5 la césarienne, elle sauve des vies. Tu comprends? Parce que toutes ces femmes-là enfantaient, donc ils ont un échantillonnage d'à peu près 1000 femmes sur 20 ans, quelque chose comme ça. Et là, ils ont déterminé que le taux de césarienne est très bas, 3 à 5 Ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les maternités. Quand je travaille au Liban, dans une maternité, ils me disent que le taux de césarienne est au-dessus de 60 Puis tu dis, mais comment ça se fait? Quand les Libanaises, tu sais, moi, je suis à moitié libanaise. Donc là, je me disais, peut-être que c'est parce qu'on est Libanais, quoi. Il y a une partie. Mais non. Je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ben, tu vois, nous, on fait du bureau, puis on fait des gardes à l'hôpital. Puis, on ne veut pas déranger nos heures de bureau avec des urgences pour aller faire des enfantements à l'hôpital. Donc, ce qu'on va faire, c'est, quand on fait de l'hôpital, OK, on fait de la garde, on va déclencher toutes les femmes. On va partir leur travail à l'avance. Puis là, ben, à la fin de la journée, si elle n'a pas accouché, ben, on va lui faire une césarienne. Et que ça fait, c'est pas super chouette, parce que le déclenchement, la nature a fait que nos hormones se développent de manière optimale plus on approche de l'enfantement. Et si on coupe ça avant, qu'on ait atteint le taux optimal, c'est comme si on dérègle le système déjà en partant. Et que nos chances de succès sont extrêmement minces. Tu sais, ta poire, là, si tu l'accueilles de l'arbre avant qu'elle soit mûre, t'as beau la macérer autant que tu veux, elle ne sera pas mûre. Elle n'est pas mûre. Et là, pourtant, dans les maternités, ce qu'on fait, c'est on déclenche. Ça, c'est l'intervention la plus commune. C'est quoi le risque de ce déclenchement, justement? C'est que ça se passe comment, pour les gens qui ne savent pas? Il y a plusieurs façons de déclencher, mais le modèle le plus classique, c'est on donne du Synto, on donne des hormones qui vont provoquer des contractions, ou on va poser différentes substances qu'on va mettre dans le vagin, puis qui vont dire au col « amollis-toi, ramollis-toi ». Tu comprends? On envoie des signaux chimiques pour dire au col de l'utérus « ramollis-toi ». Mais on sait que d'un point de vue scientifique, ce qui fait ramollir le col de l'utérus, c'est la pression qu'exerce le bébé sur le col de l'utérus. Et si le bébé est haut parce qu'il n'est pas encore prêt, parce qu'il n'a pas descendu dans le bassin, puis qu'il n'appuie pas, ben c'est comme tu peux donner les médicaments, les substances que tu veux par en bas, par le vagin, mais ça ne fait pas en sorte que ça va ramollir le col, puis que ça va lui permettre de s'étirer. C'est une compréhension mécanique. Est-ce que la gravité a un rôle sur cette pression-là? Parce que tu parlais du lit tout à l'heure. Il y a un problème par rapport à ça? Ben oui, certain. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est comme quand tu vas à la selle. Peux-tu imaginer aller à la selle coucher sur ton dos? Ça marche pas. Pourquoi? Parce que quand tu es assise, puis que tu ramènes tes genoux vers toi un peu, puis tu as les genoux un peu plus haut, tu es dans une position qui facilite le transit. Mais coucher sur le dos, là, tu n'as pas les effets de la gravité, ça, on le sait. Alors, c'est pour ça que, tu sais, si on revient à la base, qui est de dire, est-ce que c'est sécuritaire? Ce qui est sécuritaire, c'est de respecter la nature. Que tu accouches chez vous, à l'hôpital, n'importe où, c'est de respecter le cycle de la nature. La nature a bien fait les choses. Et maintenant,
les gens jouent aux apprentis sorciers. Tu sais, c'est comme pour le virus, hein? C'est comme pour le virus. On joue à l'apprenti sorcier, alors que la nature a fait qu'on développe notre immunité collective en étant exposé au virus. Puis, c'est pas en injectant le virus que là, on développe notre immunité. Tu sais, le principe, là, il est faussé. Et c'est la même chose pour enfanter. Tout ce qu'on a à faire, si on mettait autant de temps à observer la naissance, à observer les femmes qui enfantent sur leur puissance, on comprendrait bien plus de choses. Puis ça, je te le dis avec certitude parce que 100% des médicaux que je forme, 100% ont été programmés à croire que la nature ne fait pas bien les choses. Alors justement, quelle est la différence, Julie, entre une contraction naturelle et une contraction provoquée par hormones de synthèse sur le bébé? Parce qu'on nous parle beaucoup de souffrance fœtale. Les femmes sont monitorées avec des capteurs partout. Alors, pour remettre justement le sens des événements sur le parcours, c'est comme si on nous avait appris à faire la randonnée dans l'autre sens, à comprendre le chemin du voyage dans l'autre sens. Est-ce que ça peut créer des problèmes? On parle beaucoup d'effets iatrogènes. Enfin, on n'en parle pas beaucoup dans la presse traditionnelle ou dans les médias traditionnels. Mais quand on s'y intéresse, on entend beaucoup parler d'effets iatrogènes. Oui, quelle est la différence de ces contractions-là et leurs effets sur le bébé? Il y a de gros effets, à la fois chez la mère et chez l'enfant. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va créer les contractions. C'est l'hormone qui est produite quand on s'embrasse, quand on fait des câlins, quand on pense à quelque chose d'agréable. C'est l'hormone de la joie, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'amour. Cette hormone-là est relâchée dans le cerveau de manière pulsatile, c'est-à-dire qu'elle envoie un jet, puis quand elle envoie son jet, elle va créer une contraction. Elle va créer un resserrement au niveau de l'utérus. Le resserrement va aider à créer une pression pour que le bébé puisse faire son chemin. Donc, le bébé va glisser dans le bassin. D'accord? Alors, cette hormone-là est donnée de manière pulsatile. Donc, ça veut dire que des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Puis, elle va créer une contraction, elle va relâcher. Créer une contraction et elle relâche. L'hormone va avoir un effet sur la mère. Elle va créer un état d'amour qui fait que tu es prête à donner ta vie. Tu comprends? L'amour avec un grand A. Tu sais, quand tu as le cœur ouvert, tu te sens, je suis prête à tout pour t'aider. Tu comprends? C'est l'amour profond. Ça, c'est l'ocytocine. Donc, ça met la mère dans un état altéré. Comme la mère communique son sang au bébé par le placenta, okay? Donc ça traverse la barrière placentaire, ça va au bébé. Et le bébé, lui aussi, reçoit cette hormone d'amour, hein, parce que c'est communiqué au bébé. Donc là, tu as un effet double chez la mère et chez l'enfant. Dans un accouchement physiologique, les contractions viennent, elles partent, les contractions cessent à dilatation complète. C'est la période de repos. C'est une période où la mère peut récupérer, elle peut reprendre ses forces pour, après ça, délivrer son bébé. Ça, c'est quand on a vu la physiologie, quand on la respecte, c'est comme ça que ça se passe. Le bébé, il naît, il est inondé de cette hormone. Hein? Il y en a d'autres, mais il est inondé de l'hormone de l'amour. Et immédiatement, le contact parent-enfant, parce que ça se passe aussi chez le père. Donc, le partenaire qui est là pendant l'enfantement, qui ressent, parce que l'hormone, l'ocytocine, c'est communiqué par voie aérienne. Hein? Donc, le père, n'importe qui est dans la pièce va vivre ça, va vivre cette sensation de faire partie du tout. Et le père aussi va vivre ça. La relation amoureuse se crée entre la mère et le père, entre la mère et l'enfant, le père et l'enfant. Et c'est là que la triade se crée. C'est là que le lien parent-enfant se crée. Le bébé est inondé de cette hormone-là. Quand le bébé est posé sur la mère, il va produire un pic d'ocytocine.
Donc, la mère va produire beaucoup d'ocytocine. Et là, c'est ça qui protège la mère de l'hémorragie, de la délivrance. C'est parce que le bébé touche la mère, tète les seins, fait des sons et que la mère est avec le bébé, qu'elle va produire encore plus d'hormones qui va faire que ça va contracter son utérus et empêcher l'hémorragie du postpartum. Donc, tout le monde est en anglais, on dit bliss, hein? Un état d'extase. C'est le moment qui suit la délivrance. C'est le moment où il ne faut absolument pas déranger la triade. Il faut que tout le monde qui est là se tasse pour que les parents puissent tomber en amour avec l'enfant. Ça se fait par le contact peau à peau, ça se fait par les yeux, ça se fait par l'odeur. Donc, pas d'odeur forte, pas d'odeur toxique, pas d'essuyage, pas d'enveloppage, pas de séparation. On garde la mère et l'enfant, le père autour et on laisse la cellule se créer. Le professionnel devrait se retirer complètement pour pas que la femme, souvent les femmes tombent en amour avec le professionnel. « Oh, heureusement que tu étais là. » Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, ces hormones-là sont faites pour le bébé, sont faites pour que la mère tombe en amour avec le bébé et le partenaire, pas avec le professionnel qui est là. Ça, c'est la nature. Est-ce que ça pourrait expliquer justement qu'il y a autant de femmes qui disent « Oui, mais c'est grâce à mon gynéco ou à ma sage-femme. » C'est ça? Oui. Ce serait cette empreinte hormonale à ce moment-là que la figure qui est devant nous? Absolument. Plus tout ce qu'on se fait dire, tu sais. Là, je t'ai déclenché parce que ton bébé pouvait mourir. Là, je t'ai fait un forceps parce que ton bébé pouvait mourir. Là, j'ai fait ça parce que ton bébé... Et tu comprends? Là, nous, on est tellement programmés, là, on se dit, hey, c'est vraiment grâce à cette personne. Parce que quand tu parles de cette hormone-là, on pourrait très bien te dire, oui, mais bon, dans les protocoles, je lis, c'est bien sympa le côté naturel, mais maintenant, on a l'ocytocine de synthèse. Dès que le bébé a la tête dehors, on remet un coup de syntocinon, histoire de prévenir l'hémorragie de la délivrance. Et puis, il y a des bonnes contractions induites. Quel est le problème de cette ocytocine de synthèse, par exemple, sur les contractions? Est-ce que ça peut impacter le bébé ou finalement, c'est les mêmes genres de contractions, juste qu'on les fait venir plus vite? On a des gros problèmes. C'est des gros problèmes. Parce que quand on commence à donner l'ocytocine de synthèse, OK, admettons que la femme est déclenchée ou elle est augmentée. Augmentée, ça veut dire qu'on considère que son travail n'est pas assez efficace, que ses contractions ne sont pas assez bonnes, donc, ou que ça prend trop de temps, on va donner du Synto. Mais dès qu'on donne l'hormone synthétique, on bloque le système naturel. Parce que notre cerveau, il dit, ah, ben il y en a, donc je ne vais pas en produire d'autres. Si j'en produis d'autres, ça va créer une sursaturation, ça va être trop. Donc, le système naturel dit, OK, tu veux y aller avec la chimie, ben vas-y, je te laisse aller. Donc, le système naturel, il arrête. Et là, tu as le système synthétique qui embarque. Si la femme a reçu du Synto pendant son travail, il faut qu'elle en reçoive pour la délivrance parce que son système naturel, il est shut down, il est fermé. Et lui, il s'est dit, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la relève, c'est la chimie. Tu comprends? Donc, ça a un effet extrêmement pervers. En plus, quand tu donnes des hormones de synthèse, le Synto, pendant le travail, c'est donné de manière continue dans ton soluté. Tu comprends? Ils mettent intraveineux dans tes veines. Puis c'est donné de manière continue. Ça veut dire que l'utérus, il prend jamais son repos complet. Il y a toujours du Synto. Vous comprenez? Fait que ça, ce que ça fait au final, c'est que ça va augmenter l'intensité, maintenir l'intensité, créer une contraction, puis qu'est-ce qui arrive? Ah, détresse fœtale. C'est vraiment un scoop. C'est-tu vraiment un scoop? Là, tu vas me dire que là, tu ne pouvais pas prévoir ça, qu'en donnant du Synto qu'il y aurait une détresse fœtale, c'est évident, parce que là, c'est donné en continu, la contraction est en continu, elle est forte sur le bébé, il y a de la difficulté à reprendre. Mais le plus gros problème, Emma, le plus gros problème, c'est pour l'enfant, d'un point de vue épigénétique. Tu sais, hier, je recevais mon petit-fils que je ne vois pas très souvent. Il y a 8 ans, puis il me disait, « Grand-maman, pourvu que je vois un arc-en-ciel une fois avant de mourir. » Puis je fais comme, « Quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu me dis? Je comprends même pas qu'est-ce que tu me dis. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois quoi, toi? » Dis-moi, je vois un nuage avec la pluie.
C'est ça qu'on fait à nos enfants. C'est ça qui arrive avec la COVID, avec la distanciation, avec les masques, avec la peur. Et à la naissance, quand on donne le Sainto, on affecte on crée un effet épigénétique, on affecte les gènes du bonheur. On les affecte parce que on les sursature avec des hormones synthétiques. Puis après, ça a un effet sur notre capacité à produire nous-mêmes notre propre hormone du bonheur. C'est grave, c'est très, très grave. Fait que c'est pour ça qu'il faut recadrer les choses. Moi, je le dis dans toutes les maternités où j'ai formé, c'est notre protocole. Là, maintenant, Cochrane a publié, il y a 2 ans, une étude qui dit, si les femmes n'ont pas reçu de Sainto, elles n'ont pas besoin de Sainto, OK, au moment de la délivrance. Si elles n'en ont pas eu pendant le travail, elles n'en ont pas besoin, si c'est des femmes en santé. Parce que la nature, elle a fait qu'on a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas séparer le bébé. Oui, mais il me dit souvent, il faut que je le pèse. Hey, tu vas le peser dans 1 heure, dans 2 heures, là, il va peser pareil comme il pèse à naissance, quoi. C'est quoi tu vas déranger un système naturel qui a été fait pour assurer la sécurité en séparant la mère de l'enfant. Il ne faut pas séparer la mère de l'enfant. Sous aucune considération. Et même s'il y a une urgence fétale, maintenir le bébé dans la maternité, à côté de la mère pour qu'elle puisse le voir. Parce que elle, son système va lui dire, il y a un danger. Et là, elle va se mettre à produire des hormones de stress, dont l'adrénaline, la noradrénaline. Ces hormones-là vont inhiber son ocytocine et là, elle est à risque d'hémorragie. Toi qui as beaucoup travaillé avec les professionnels de la santé dans ce cadre-là, quel est le ratio de sages-femmes dans une maternité? Parce que quand on accouche à domicile, on a une sage-femme pour soi. Et une femme qui arrive dans une maternité, est-ce qu'on a un peu une idée elle a quoi, une demi-sage-femme, un quart de sage-femme pour elle? Une sage-femme pour combien de femmes qui accouchent classiquement? Est-ce que tu as vu ce chiffre évoluer aussi peut-être? L'idéal, c'est 1 pour 1. Donc moi, si j'avais des recommandations à faire, je dirais 1 pour 1. Ne réduisez pas le nombre de sages-femmes. Ou au Québec, nous, c'est des infirmières qui font les suivis, c'est pas des sages-femmes dans les hôpitaux. Parce que les sages-femmes travaillent à l'extérieur, ils travaillent à la maison ou en maison de naissance. Ils peuvent aller à l'hôpital, mais c'est pas leur lieu numéro 1, on va dire. Mais dans toutes les situations, ça devrait être au moins 1 pour 1, une sage-femme pour une femme. Mais c'est jamais comme ça. Donc, en moyenne, je dirais, c'est 5 à 6 femmes qui sont suivies par une sage-femme. Ça veut dire qu'elle se partage entre 4, 5, 6 autres femmes. Elle doit visiter les autres femmes. Les preuves scientifiques qu'on a montrées, c'est que quand il y a un soutien continu et aimant, ça réduit toutes les interventions obstétricales. Donc, quand il y a un soutien continu et aimant, donc c'est pas juste d'être là, c'est d'être gentil, hein? Parce que si t'es là, puis t'es une brute, puis t'es pas fin, que tu sois un gars ou une fille, le partenaire ou un professionnel, c'est pareil, même effet. Ça a un effet délétère. Donc, un soutien continu et aimant va réduire toutes les interventions. C'est pour ça que moi, je forme les parents, je forme le père, le partenaire, pour que le partenaire, si il tombe dans un milieu, puis c'est toujours comme ça, où il y a une sage-femme ou une infirmière pour 5, 6, 7, 8, bien, au moins lui, sachant quoi faire, il peut toujours être présent. Toujours. Puis c'est pas, je vais aller fumer une clope puis je reviens. Non, non, là. Tu sais, c'est comme, fais ce qu'il faut, là. Mais non, là, t'es là en continu. Les études nous montrent que quand le soutien continue, là, tu as un effet. Si le soutien est interrompu, tu perds l'effet. Alors, et ça, oui. Ce taux-là, il varie, hein. Quand je travaille en Algérie, on a 45 femmes, 60 femmes pour une sage-femme. Fait que c'est pas étonnant, là, que les femmes, ils sont plus en danger à l'hôpital qu'à la maison. Au moins, là, à la maison, tu as ton chouchou, peut-être ta mère, ta soeur, ta voisine, quelqu'un qui va veiller sur toi. Mais tu sais, tu peux pas me dire que enfanter dans un milieu public à l'hôpital avec 60 femmes qu'une sage-femme surveille, les femmes, là,
des fois, ben, tu vois que la sécurité n'est pas là. Hein. On devra faire d'autres capsules sur ce sujet parce que le temps passe tellement vite. Je voulais justement te demander, tu parles de chouchous. Alors, pour assurer les chouchous, parce que souvent, on a quand même l'impression que les chouchous, ça les rassure. Ça les rassure qu'il y ait des médecins, hein, parce que c'est un peu ce côté peut-être yang au départ. Je ne sais pas, la technologie, la machine, ça rassure parce que ça fait sérieux. Et en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent leur puissance sur un plateau. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça apporte quoi à un partenaire d'accompagner cette naissance dans un lieu où ils ne sont pas justement dans la médicalisation? Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée de la puissance, hein? Ça crée pas juste ça. Ça crée une complicité entre la femme et l'homme. Tu sais, si moi je suis vulnérable, puis je dis à mon chouchou, je veux que toi t'assures, protège-moi, j'ai besoin de toi parce que je suis dans un état de vulnérabilité. Et que mon partenaire, il fait ça. Imagine, quand moi, tu sais, les études disent que les femmes se rappellent de leur enfantement 60, 70 ans après. Tu sais, ça, là, ça reste. Il y a une sage-femme qui me disait que sa mère avait tellement détesté la sage-femme qu'à toutes les fois, même vieille, là, elle était à 60, 70 ans, elle passait devant où la sage-femme avait son cabinet et elle crachait par terre. Tu vois, elle était encore choquée, elle était encore déçue, elle était encore en colère. On s'en rappelle. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui reste avec nous, qui est un événement de transformation. Donc, si le partenaire a assuré, tu sais, il a fait le mâle, on a besoin que le mâle soit mâle, on a besoin que la femelle soit femelle, parce que pour enfanter, c'est comme ça qu'on a évolué. Que le gars, il protège, qu'il fasse le Cro-Magnon, quand il réussit à faire ça, nous, on est en admiration, puis on est comme, Dieu merci que tu étais là, merci, toute ma gratitude. Puis c'est pas de dire que je suis faible parce que j'ai accepté ça. C'est que pour enfanter, j'ai besoin de me laisser ouverte. J'ai besoin d'être en contact puis de transcender avec l'univers. Puis je peux pas faire ça si j'ai peur, s'il y a quelqu'un qui peut m'attaquer. Puis c'est ça le rôle du chouchou, tu sais, de notre partenaire, c'est de dire, tu sais, fais ce qu'il faut pour que je puisse faire ce que j'ai besoin de faire. Tu comprends? Est-ce qu'on peut du coup encourager les partenaires à être les gardiens du temple? Exact. C'est comme ça cette image qui me vient maintenant que je t'écoute parler, Julie, parce que c'est une image qui est très forte. Récupérer sa souveraineté, les amis. Vous êtes capable, évidemment, encore une fois, hein, Julie et moi, on n'est pas là pour vous dire de rester avec une jambe cassée si vous cassez la jambe. Mais remettons quand même en perspective beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un chemin. Alors là, je crois qu'au niveau de la déprogrammation, Julie, c'est là où il y a le plus gros chantier à faire. Et je rappelle, pour les personnes qui ne le savent pas, que en fait, ton déclic est venu quand tu travaillais pour le ministère de la Justice en tant que médiatrice dans les divorces, où tu t'es rendu compte, n'est-ce pas, que c'était souvent là le point crucial qui faisait que pourquoi 80% des femmes étaient, elles, au départ à l'initiative de cette rupture. C'est ça que tu nous racontais, hein? Ce moment-là qui reste. Parce que tu parlais de la sage-femme qui avait déçu, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont déçues par leur conjoint à ce moment-là. Puis, tu sais, pour renforcer le couple, quand le gars, il regarde, c'est la déesse, hein? Parce qu'on est des déesses, pas quand on est habillé avec la jaquette d'hôpital, puis on est branché de partout, puis qu'on peut rien faire, puis on sait rien. Mais quand on enfante, même dans nos vêtements, tu sais, la blouse qui dit, tu sais, le truc de malade qu'on nous fait porter, c'est aussi une façon de nous, tu sais, coucher, reste couché. Tu portes tes propres vêtements. On a le droit de se sentir belle. On est des déesses qui enfantons. C'est grave, c'est sérieux. C'est une cérémonie, c'est comme un mariage enfanté. Donc, le gars qui vient vider la poubelle, il n'y a pas d'affaire à venir vider sa poubelle. Puis, le partenaire, s'il voit cette déesse-là qui se manifeste, qui s'ouvre, lui aussi, ses liens avec sa partenaire, bon, elle a enfanté de notre enfant. C'est pas accouché, elle s'est pas fait accoucher, elle a enfanté dans sa puissance. Ça aussi, ça crée une révélation, hein, presque une révolution. Hein. C'est beau et c'est ça qui solidifie, c'est ça qui soude.
la famille. Merci Julie, vraiment pour cette capsule fort intéressante. En tout cas, on reviendra sur beaucoup de concepts qui ont été énoncés parce que c'est très, très vaste. Les amis, vraiment pensez à nous envoyer vos questions dans les commentaires aussi ou par email. Vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo aussi pour retrouver les formations, que ce soit pour les professionnels ou pour les parents, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. C'est pas juste un côté. Hein. On n'est pas là pour dire c'est la faute à celui-ci ou à celui-là, parce que c'est une danse. Il faut qu'il y ait deux énergies pour jouer le même jeu. Donc, merci beaucoup. Et puis, dans le prochain épisode, on va parler de modèle Brain. Est-ce que tu peux juste nous en parler en quelques mots et nous expliquer en quoi c'est ultra capital de comprendre ça au-delà du fait d'enfanter, de façon globale? Moi, je suis pour la souveraineté. Hein. Je pense que nous sommes des êtres souverains et que notre mission dans la vie, c'est d'apprendre à connaître qui nous sommes. Tu sais, connais-toi toi-même, d'apprendre qui on est. Et pour se respecter dans ce cycle de souveraineté, il faut poser des questions. Puis toi, tu le dis, hein, d'ailleurs, tes formations, c'est comment poser les vraies questions. Parce qu'à la base, si on pose la question, on peut trouver la réponse. Tu vois, la réponse est dans la question. Donc, c'est dans la capacité de poser cette question-là. Et le modèle BRAIN, c'est un acronyme BRAIN, hein, qui veut dire cerveau, qui sert à nous aider à poser les bonnes questions. Donc, B pour les bénéfices, R pour les risques, A pour l'alternative, I pour mon intuition et N pour ne rien faire. Et quand on sait poser ces questions-là aux gens autour de nous, aux professionnels ou les gens qui nous guident, bien, ça nous aide à faire des choix éclairés puis à donner un consentement libre et éclairé. Puis maintenant, plus que jamais, il faut exercer cette habileté parce qu'on en a besoin. On a beaucoup d'interventions qui nous sont poussées sur le dos continuellement et il faut être capable de faire des choix éclairés. Est-ce que j'ai besoin d'une échographie? C'est quoi les risques? C'est quoi mes alternatives? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui arrive si j'en fais pas? Puis, c'est de jongler ce modèle-là. Donc, on pourra regarder ensemble comment utiliser ça dans le cadre d'une naissance, mais aussi même dans le cadre de n'importe quelle intervention qui nous est proposée. Merci beaucoup, Julie. On se réjouit de découvrir ces outils. Les amis, on continue notre aventure très vite et surtout, pensez à partager ces contenus d'utilité publique. Merci, Julie. Merci.